Le corps humain est extrêmement complexe, trilliards de cellules. Une sieste de courte durée, 1 à 2 fois par semaine, c'est lié de manière statistiquement significative à une réduction des événements cardiovasculaires. Mettre en place une routine du sommeil, c'est envoyer le signal à ton corps pour lui dire « Attention, dans quelques minutes, je vais avoir besoin que tu me largues toute la mélatonine que tu peux. Autour de 21h, 22h, 23h, on va avoir ce pic de mélatonine qui va arriver. Ton corps va se mettre au repos. À partir de 4h, 4h30, tu as plus de mélatonine. Nos téléphones, nos ordinateurs et nos tablettes produisent le type de lumière qui est le plus agressif. Salut les extraterriens, j'espère que vous êtes en pleine forme. Comme vous pouvez le voir si vous êtes avec la vidéo, je suis pas dans mon studio habituel. Aujourd'hui, je suis dans un lieu très particulier. Je suis dans le centre Zoï, c'est un lieu qui est dédié à la santé préventive personnalisée. On est très nombreux à vouloir améliorer notre santé, à vouloir mieux comprendre notre corps humain, à vouloir faire des tests, à accumuler de la donnée, mais parfois on ne sait pas vraiment quoi en faire et puis on a tendance à regarder, à faire des tests par-ci, par-là et pas forcément avoir une vision complète sur notre santé et c'est ce que Zoï essaye d'apporter dans la santé préventive. Zoï d'ailleurs il propose un check-up complet qu'on vient faire en une matinée. C'est pas juste une prise de sang, c'est 35 examens en tout qui sont réalisés. Il y a de l'imagerie médicale mais aussi un DEXA scan qui vous permet de comprendre exactement la composition de votre corps. Mais aussi c'est une analyse précise et complète de tout votre système cardiovasculaire. Bref, au total c'est plus de 200 biomarqueurs que Zoï va analyser et vont vous permettre d'interpréter. Au-delà du dépistage de potentiels risques pour notre santé, ce qu'on reçoit c'est littéralement le mode d'emploi de son propre corps, quoi manger, quand, à quelle heure, mais aussi quand s'entraîner, quel sport faire ou comment mieux dormir. Le tout est ultra personnalisé et vraiment adapté aux données qu'ils ont récupérées sur vous. Bien sûr, toutes ces données elles sont anonymisées et j'ai vu les recommandations qu'ils pouvaient faire, elles sont particulièrement précises et pertinentes. Alors vous le savez, tous les athlètes de haut niveau, ils ont tout un corps médical autour d'eux, et ben Zoï c'est ça pour tout le monde, pour le quotidien, pour le sport et aussi tout simplement vieillir en meilleure santé. Et ce que j'ai trouvé fort, c'est pas simplement la batterie de test, mais c'est aussi tout l'accompagnement qu'il y a derrière. Il y a une consultation d'1 heure pour vraiment interpréter chacun des tests avec un médecin Zoï pour mieux comprendre et avoir ce fameux mode d'emploi de votre corps et aussi un suivi pendant 12 mois avec un plan d'action dans l'application Zoï qui va vous aider à mettre en place toutes les recommandations, que ce soit sur votre alimentation, votre sommeil ou votre activité physique. Vous l'avez compris, Zoï est partenaire de cet épisode et ils m'ont invité dans leur espace pour le visiter et franchement l'expérience vaut vraiment le détour. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, tout simplement le lien est dans la description. Vous allez le voir, c'est une expérience à part entière rien que d'aller sur le site internet. Et aujourd'hui on est avec Alaeddine qui est un médecin Zoï pour démêler le vrai du faux, pour mieux comprendre votre santé. Cet épisode est une véritable masterclass, donc j'espère que vous allez l'adorer. Bon épisode. Bon, ce que je comprends quand même de nos discussions, c'est que tu l'as dit, il y a 4 grands piliers sur la santé. Sommeil, alimentation, entourage et activité physique qui sont primordiales si on veut être dans de la prévention, si on veut vivre mieux. Mais du coup, j'ai envie de te parler quand même d'un complément qui joue directement sur un de ces 4 piliers, qui est celui du sommeil. Et c'est comme ça que je rentre un petit peu dans le sujet. C'est celui de la mélatonine. Moi, j'en consomme à titre exceptionnel parce que ça m'arrive une fois par mois, je fais une insomnie. Et du coup, j'en prends. Ça, c'est le premier cas. Ou deuxième cas, c'est avant une compétition. J'arrive pas à dormir. Et du coup, 22 heures pour être sûr, je me prends une mélatonine. Comme ça, je suis plié. Par contre, j'ai l'impression que le lendemain matin, à 9 heures, quand je suis sur la ligne de départ de mon Aerox, j'ai l'impression que j'ai encore un peu la tête dans les chaussures. Donc, je voulais parler un peu de ce complément. Est-ce que j'ai 2 questions qui me viennent. C'est déjà, est-ce que c'est dans les recommandations, tu vois, d'aider de manière sporadique? Et est-ce que, justement, l'effet... moi, je crois que je prends un dosage de 2 mg, qui est vraiment le truc un peu standard, j'ai l'impression. C'est normal d'avoir un peu cet effet de fatigue le lendemain matin. Alors oui, c'est totalement, tout à fait normal. Ça explique bien pourquoi est-ce que la prévention, ça doit être individualisé et personnalisé. La mélatonine, est-ce que... donc tu prends 1,9 mg? Oui, il me semble. Ouais. Tu sais pourquoi? C'est 1,9 spécifiquement. Non, pas du tout, mais tu me le dis. À partir de 2 mg, ça devient un médicament. D'accord. Donc c'est uniquement pour que les gens qui en fabriquent ne passent pas par toutes les études de validation réglementaire, etc. Pour être dans le médicament, il reste dans le complément. Très clair. Okay. Mais tu imagines pas que biologiquement, la différence entre 1,9 et 2, c'est la même. C'est la même. Donc en fait, tu prends un médicament. D'accord, ok. Première chose. Alors, la mélatonine, c'est une molécule formidable. C'est une invention du corps qui est exceptionnelle. Elle est produite par une petite glande
qui se situe dans le cerveau primaire. C'est au-dessus du chiasme optique, peu importe, dans la glande pinéale. Et ça veut dire quoi que c'est le cerveau primaire? Ça veut dire le cerveau qu'on partage avec beaucoup d'autres animaux. Et donc, elle est produite de manière inconsciente, automatique, mais il lui faut une seule condition. Il faut que ce soit le noir complet. C'est-à-dire que c'est une hormone qui va être produite pour favoriser l'endormissement quand le soleil se couche. Or, tu n'auras pas échappé qu'aujourd'hui, dans notre société occidentale, quand le soleil se couche, il y a encore de la lumière partout. Bien sûr. Et notamment via nos téléphones, nos ordinateurs et nos tablettes, qui produisent le type de lumière qui est le plus agressif pour la mélatonine et la glande pinéale, qui est la lumière bleue. Et qui fait que cette hormone est rétro-contrôlée de manière négative, c'est-à-dire qu'elle n'est pas produite à cause de cette lumière. Ce qui peut expliquer beaucoup de troubles de l'endormissement. D'ailleurs, le médicament mélatonine, son indication principale, son autorisation de mise sur le marché, son AMM principal, elle concerne le trouble de l'endormissement. Alors maintenant, imaginons que tu en apportes de manière externe, c'est-à-dire que tu dis « Ok, j'en ai besoin, il faut le produire maintenant pour m'endormir, je vais prendre la mélatonine ». Que va faire la mélatonine? C'est une hormone très particulière qui a la capacité de mettre au repos toutes les autres hormones. Donc quand ta mélatonine va être produite, ton cortisol va baisser, ta testostérone va baisser, tes hormones thyroïdiennes vont baisser, ton corps va se mettre au repos. En fait, c'est la manière qu'a trouvé le corps humain pour se dire « Maintenant, c'est repos. Ça bouge plus, et c'est comme ça que tu t'endors. » Et là, quand elle est produite de manière naturelle, sa production commence globalement vers le coucher du soleil. Alors ça dépend où on est, si c'est en été, en hiver, etc. Mais en France, globalement, de ce que j'ai lu, alors c'est pas des études scientifiques de haute valeur, mais ce que j'ai lu dans des bouquins, c'est autour de 21h, 22h, 23h, on va avoir ce pic de mélatonine qui va arriver. Ton corps va se mettre au repos, toutes tes hormones anabolisantes vont se calmer, vont quasiment disparaître. La mélatonine, la cortisol, et le cortisol, c'est des ennemis. S'il y en a un, l'autre va se cacher. D'accord. Tu vas avoir un pic vers minuit, 1h, et puis après ça va progressivement baisser. À partir de 4h, 4h30, tu n'as plus de mélatonine. Et qu'est-ce qui se passe quand tu n'as plus de mélatonine? Toutes tes autres hormones qui s'étaient cachées parce qu'il y avait la mélatonine, elles vont recommencer à être produites. D'ailleurs, un petit aparté, quand tu es de garde, quand tu fais une garde de nuit que tu ne dors pas, vers 3-4 heures du matin, c'est le pire moment parce que c'est là où tu es vraiment claqué. Mais si tu passes ce cap, juste après, tu as toutes tes autres hormones qui vont se réveiller, ta mélatonine qui va disparaître. Et en fait, tu ressens un coup de boost à 5 heures du matin, tu te dis, mais incroyable, qu'est-ce qui passe? En fait, c'est tes hormones qui reviennent, et notamment ton cortisol. Cortisol qui est l'hormone du starter. Quand tu te réveilles, tu en produis 100% fois plus que 20 minutes après ton réveil qu'au réveil. Or, et tu as besoin de ce cortisol quand tu es sur la ligne de départ de ton aérox, pour être à fond. Tu as besoin d'un taux normal de cortisol, adapté, et d'adrénaline, noradrénaline, tu as besoin d'être en mode on. Or, la mélatonine te met en mode off. Et quand tu en apportes 2 mg, 2 mg c'est beaucoup. Okay. C'est 1,9, c'est quand même une dose, quoi. Et du coup, le lendemain, tu as moins ce pic de cortisol, tu as moins ce pic d'hormones qui te réveillent, et ça peut expliquer ce que tu ressens. Figure-toi qu'aux États-Unis, c'est pas un médicament, ça se vend vraiment comme des bonbons. Quand tu vas au supermarché, tu peux en trouver à côté des caisses. Nous, on a des piles Duracell et des bonbons à la menthe. Eux, ils ont des paquets de mélatonine, tiens-toi bien, 10 mg. Ouais. Des comprimés de 10 mg, c'est énorme. C'est quasiment ce qu'on peut utiliser dans des troubles du sommeil hyper intenses, dans des troubles psychiatriques. Et pourtant, c'est une vraie hormone qui a un vrai effet. Donc voilà, à ne pas prendre comme un bonbon, ça a un effet, puis ça peut effectivement expliquer pourquoi, quand tu es sur la ligne de départ, tu as cette espèce de coup de mou. Tu serais du coup sur la recommandation de viser le 0 pour les gens qui n'ont pas des... Voilà, moi j'ai un petit trouble du sommeil une fois par mois, mais c'est parce que je suis un peu stressé, j'ai des pensées, tu vois, mais sinon tu viserais 0. Non, pas forcément. Encore une fois, c'est individuel. Si tu en as besoin, si tu as besoin d'un apport externe de mélatonine, très bien, mais tu en as besoin de combien? Est-ce que c'est vraiment 2 mg ou est-ce que 0,5 suffisent? Il y a des compositions, il y a des molécules avec 0,5 mg de mélatonine, c'est quand même 4 fois moins, et parfois ça suffit. Tu en as besoin? Est-ce que tu en as besoin une fois ponctuellement, ou est-ce que tu en as besoin au long cours? Si c'est au long cours, comment on fait en sorte que ton corps continue sa production naturelle de mélatonine? Quel est l'impact sur ton cortisol le lendemain? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Est-ce qu'on peut aider via ton petit déjeuner à apporter le starter qui manque peut-être avec d'autres hormones? Tout ça se fait
de manière globale, tu vois. Il faut qu'on puisse répondre aux besoins du patient ou du sportif qui a une plainte, tu vois. On ne va pas le laisser comme ça. Mais pour y répondre, il faut que ça soit global, individualisé, personnel. Ok. Est-ce qu'on voit des impacts de la sieste sur des populations normales et sur des athlètes? Moi, je connais honnêtement, parmi tous les athlètes de haut niveau que j'ai rencontrés, je dirais que 80% font la sieste. Ah ouais? Ouais, facile. Bah, on leur dit, c'est ce que tout le monde leur dit, quoi, vraiment de dormir au maximum, c'est que c'est le moment où ils récupèrent. Pour les sociétés travailleuses et citadines avec des horaires plus conventionnels, on va dire, c'est impossible. Est-ce qu'il y a des études scientifiques sur justement les effets, les vertus, ou au contraire même, est-ce qu'on a besoin de faire la sieste? Ouais, ben écoute, c'est très intéressant. Il y a eu une vaste étude observationnelle qui s'est intéressée à l'effet de la sieste. Et ils ont montré que une sieste de courte durée, c'est-à-dire pas la sieste de 2 heures sur le canapé après avoir mangé un énorme repas le dimanche. Ça sent le vécu un peu. Une sieste 1 à 2 fois par semaine, c'était lié de manière statistiquement significative à une réduction des événements cardiovasculaires. C'est-à-dire que non seulement les gens se réveillaient bien, se réveillaient mieux en termes de performance cognitive et j'imagine de performance physique, tu étais mieux, mais en plus tu réduisais ton risque cardiovasculaire, d'AVC, d'infarctus, d'événements cardiovasculaires majeurs. Donc la sieste est un outil absolument formidable, il faut savoir le manier, il faut arriver à trouver sa régularité. C'est comme pour l'alimentation, ce qui est très important dans le sommeil, c'est la régularité. Tu sais que le corps humain il est extrêmement complexe, c'est 37 trilliards de cellules. C'est insane. Si tu rajoutes le microbiote c'est 1 à 2 kilos en plus. Et c'est 10 fois plus de cellules dans le microbiote que dans le corps humain. Wow, ok. C'est insane. Enfin, vraiment, on est une machinerie incroyablement complexe. Et avec des enchaînements métaboliques continus, avec une adaptation continue de paramètres qu'on arrive à mesurer, la pression artérielle, ta rigidité artérielle, ta vasodilatation, je cite des choses de vasculaire parce que c'est ma spécialité, mais le pH sanguin, enfin vraiment, tu as énormément de choses à réguler. Le fait d'avoir des habitudes, de les mettre en place, de s'y tenir à peu près, ça aide ton corps à anticiper les choses. Et donc la sieste, une habitude de sieste de 10 à 20 minutes en début d'après-midi, ça a été montré comme étant très très bénéfique. Ok. Aujourd'hui, est-ce qu'on entend encore des... quelles sont un peu les grandes recommandations pour bien dormir? Tu as parlé du repas tout à l'heure, tu as parlé du noir complet. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les études qu'on peut voir qui vont améliorer l'endormissement ou la qualité du sommeil? Ouais. Alors ça, c'est pas ce que je vais te dire là, ce n'est pas une étude, mais c'est empirique. La première étape pour bien dormir, c'est de vouloir bien dormir. Et donc, ça veut dire mettre son sommeil, le rendre prioritaire par rapport à d'autres petites choses qui peuvent l'attaquer. Et ces petites choses, ça peut être très très simple, mais tu vois, moi j'avais l'habitude, avant de m'endormir, de checker Twitter. Je tweetais pas, mais j'aimais bien passer 10-15 minutes. Tu peux me rappeler quelle est la couleur du logo de Twitter quand c'était un oiseau? C'était bleu. C'était bleu. L'écran. Voilà. Facebook, c'est quelle couleur? C'est bleu aussi. Instagram, il y a beaucoup de couleurs très vives qui tendent parfois vers le bleu. Donc, première étape, le vouloir. Ensuite, là, je te donne des conseils très génériques, mais tu as bien compris que l'idée, c'est d'avoir des choses très personnalisées à ton cas particulier. Ce qui a été démontré, c'est que les gens qui arrivaient à bien dormir, je te donne un petit argument pour justement prioriser son sommeil par rapport au reste, les gens qui avaient une mortalité, qui avaient un sommeil qu'ils considéraient eux-mêmes comme bénéfique, c'est-à-dire qu'ils sentaient qu'ils dormaient bien, ils avaient une réduction d'accident vasculaire cérébral, ils avaient une réduction d'obésité, d'incidence de l'obésité, il y avait une réduction d'incidence de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson. C'est un vrai truc, c'est-à-dire quand on parlait tout à l'heure d'être bien dans son mental, le premier truc, c'est le sommeil. Alors, il y a quelques règles de base, on l'a évoqué tout à l'heure. Il faut que ton système digestif ne soit pas complètement mobilisé. Quand tu viens de manger, tu as une large partie de ta volémie, de ton sang, de ton volume sanguin, qui va être redirigé vers ton intestin. Et parce que ton intestin travaille. Ton intestin va communiquer avec le foie, va communiquer avec le cerveau. Tu sais qu'on a énormément de cellules nerveuses dans notre intestin. On l'a appelé il y a quelques années le deuxième cerveau. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de cellules nerveuses via notamment le nerf vague. Et donc ça mobilise tout ton corps. Même si tu ne le sens pas,
Le fait de manger un repas, c'est très compliqué à gérer pour ton corps. Enfin, ça nécessite beaucoup d'efforts. Donc, bien dormir juste après ça, c'est compliqué. La recommandation, c'est d'espacer d'au moins 2 heures, en fait, c'est au moins 3 heures, entre le moment où tu te mets au lit, pas où tu dors, hein, mais où tu te mets au lit, et le moment où tu manges. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, on a parlé de la lumière bleue, il faut qu'on parle du bruit. Le bruit, quand tu dors, même dans ton état de sommeil le plus profond possible, tu entends quand même ce qui se passe aux alentours. Et c'est normal, faut se rappeler, nous on vient des cavernes. Tu as besoin d'entendre ce qui se passe. Si tu as un gros ours qui rentre chez toi, faut que tu t'en rendes compte. Ceux qui s'en rendaient pas compte, ils ont été éliminés par la sélection naturelle. Donc si tu t'endors avec un podcast, moi ça m'arrive, c'est vraiment intéressant de programmer son arrêt après 15 minutes, tu vois, pour maintenir ton sommeil de meilleure qualité. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de réveils dans la nuit qui sont des micro-réveils dont on se rend même pas compte. Et ça peut être, assez souvent, c'est le bruit qui en est la cause, surtout quand tu dors à deux. Autre chose qui peut provoquer des réveils, c'est la température. Naturellement, ton corps va descendre en température dans la nuit. Parce qu'on en a parlé, la mélatonine va mettre au repos tout ton corps. Il y a d'autres mécanismes que je ne détaillerai pas, mais globalement, tu vas perdre 1 degré, 1,5 degré. C'est important de porter des habits qui emmagasinent, qui permettent de stabiliser la perte de chaleur. Et c'est important de faire attention à l'environnement de la pièce. Souvent, on a envie de surchauffer un peu la pièce, parce que ça nous rend un peu douillés. On a l'impression d'être dans un environnement propice au sommeil. En fait, non. Il vaut mieux dormir dans une pièce. Classiquement, ça c'est pas une étude scientifique, pareil, c'est empirique, mais autour de 18, 19, pas dépasser les 20 degrés. Et puis enfin, tu as toute la partie habitude et ritualisation du sommeil. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des morning routines. Je pense qu'en activité physique, en sport et en pentathlon, c'est essentiel d'avoir une espèce de mise en condition, de conditionnement quand tu arrives sur le pas de tir et que tu veux tirer, tu as des phrases d'ancrage, etc. Le sommeil, c'est pareil. Mettre en place une routine du sommeil, c'est envoyer le signal à ton corps pour lui dire attention, dans quelques minutes, je vais avoir besoin que tu me largues toute la mélatonine que tu peux, ça va être le moment. Et en fait, il se prépare, et ton endormissement se passe mieux. Donc mettre des routines, tu vois, ça peut être prendre une petite douche, ça peut être s'habiller juste avant d'aller dormir, ça peut être lire un petit peu, pas avec la lumière de son téléphone, pas sur son téléphone, mais avec de la lumière tamisée, qui est plutôt rouge-orangé et pas bleu. C'est très utile et ça aide à favoriser un bon endormissement. Merci d'avoir couvert ce sujet avec moi. Je pense que c'était bien de rappeler ces bases-là. Il nous reste 10 petites minutes là, ou un petit quart d'heure. Je voulais voir un petit peu avec toi, c'est quoi l'avenir de la médecine un peu, et c'est quoi les grandes innovations qui vont arriver. Mais juste avant, je voulais te demander, est-ce que on peut commencer avec toute la data qu'on voit, qu'on est en train d'accumuler, est-ce qu'on peut voir un peu des profils génétiques ou des profils biologiques qui sont en train de se dresser, tu vois, en sciences du comportement, on le voit beaucoup avec, tu vois, les tests type MBTI ou l'énéagramme. On aime bien mettre les gens dans des cases, on aime bien avoir des modèles un peu, tu vois. Est-ce qu'on le retrouve dans la médecine préventive? Je sais qu'on le voit pas mal d'un point de vue motricité, moteur. Les coachs, tu vois, le disent, oui, toi, tu as des segments longs, toi, tu as des bassins un peu larges, etc., etc. Est-ce que on le retrouve pareil un petit peu dans la biologie, la génétique, des grands profils? Oui, absolument. C'est tout le sens de la recherche que je fais et en collaboration avec Zoe. Toutes les études qu'on a citées tout à l'heure, d'ailleurs, si je trouve que c'est pertinent pour les auditeurs, on peut les mettre en description, on peut leur donner s'ils veulent creuser. Moi, Je pense que ça sera j'ai des apprécié. références. Mais toutes ces études-là, elles sont basées sur des cohortes. De patients dont on a acquis, de sportifs, d'athlètes, de gens en prévention, chez qui on a mesuré des données.
On a la chance d'avoir accès à ces données pour faire de la recherche. Alors évidemment, elles sont complètement anonymes, elles sont agrégées, enfin, on ne peut jamais remonter à une personne unique, ni à un groupe de personnes d'ailleurs. Mais ça nous permet de faire de la recherche et de parler de manière plus safe. Tu vois, on a parlé de la créatine tout à l'heure, de montrer ce qui est validé, ce qui ne l'est pas, et la zone grise, là où se passe la recherche. Le moteur principal de la recherche, c'est la donnée. Et dans le domaine qui m'intéresse, la prévention cardiovasculaire, la prévention vasculaire, plus on a de données et plus on arrive à comprendre les pathologies. Je te prends un exemple, beaucoup de gens qui font des AVC chaque année. Il y a 3 grandes causes d'AVC. Tu as un caillot qui s'est formé dans ton cœur, tu as une arythmie, voilà, tu sens qu'il y a des palpitations, parfois ça peut être asymptomatique. Ça arrive d'ailleurs chez le sportif, c'est une des causes d'AVC chez le sportif. Tu fais de l'arythmie, il y a un caillot qui se forme dans ton cœur qui va faire un AVC. Un tiers des cas d'AVC, c'est ça. Tu as une autre grande cause d'AVC, je parle d'AVC d'AVC ischémique, c'est-à-dire tu as une artère qui est bouchée. Tu as aussi l'autre cas des AVC hémorragiques, où c'est le vaisseau qui saigne. Mais c'est à peu près 80% d'AVC qui sont ischémiques. Donc tu as la partie cœur. Tu as la partie, j'ai une plaque dans ma carotide. La carotide, c'est l'artère qui relie le cœur au cerveau. J'ai une plaque là-dessus, et elle va se déboucher, elle va aller boucher une artère plus loin. Donc il y a une rupture de plaque carotidienne qui va aller boucher une artère qui est plus petite et plus loin. Et puis tu as une troisième partie, c'est des AVC qu'on appelle cryptogénétiques, ou alors des AVC idiopathiques. C'est des AVC où en fait, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il y a un AVC. Alors on fait toute la prévention secondaire, c'est-à-dire on essaie de mettre en place toutes les mesures possibles pour éviter que ça se reproduise. Mais tu vois, il y a grosso modo, entre un quart et un tiers d'AVC où en fait on cherche la cause. On a beau chercher, on ne trouve pas. Et ben, on ne peut découvrir cela qu'avec les données et qu'avec des cohortes, avec de la donnée mesurée, systématique, fiable, robuste. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle je collabore avec Zoï, parce que, tu sais, c'est une entreprise privée, nous on n'a pas l'habitude, moi j'espère me destiner à une carrière hospitalo-universitaire pour faire de la recherche et de l'enseignement. On n'a pas l'habitude de collaborer avec des startups. Une des raisons qui m'a vraiment décidé à travailler avec Zoï, c'est le fait qu'ils mettent leurs données à disposition gratuitement pour la recherche avec de grands instituts de recherche, comme ma thèse à l'INSERM. Okay. Donc la donnée, c'est absolument essentiel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Je vais parler de ce qui m'intéresse, c'est l'intelligence artificielle. C'est un mot un peu buzzword. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Ce qui se cache derrière le mot IA, c'est des méthodes statistiques qui permettent de reproduire des comportements qu'on nourrit à l'algorithme, qu'on délivre à l'algorithme. Tu as 2 grandes manières de faire des algorithmes. Soit tu leur dis, je vais prendre un exemple sportif. Une des disciplines du pentathlon moderne, c'est le tir au pistolet. C'est la raison pour laquelle, au début, je suis rentré, j'ai essayé de faire ça. Imaginons, tu veux construire une machine vraiment qui est parfaite et qui tire, qui fait des tirs parfaits. Ben, tu as 2 moyens de faire. Soit tu vas coder donc imagine, tu as un bras robotique qui prend l'arme, qui lève, qui tire, qui descend, qui lève, qui tire. Et ben, soit tu codes ligne par ligne tous les mouvements que doit faire le bras robotique. Alors tu lui dis, tu vas bouger tel moteur, tu vas aller chercher de l'arme, tu vas ouvrir tel moteur, tu vas fermer, tu vas... Première méthode, ce sont des algorithmes déterministes que tu fais à la main. C'est des arbres de décision, en gros. Et tu leur dis, fais ça, 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 ça. C'est le premier type d'algorithme. Ça marche pas très bien pour des tâches complexes. Ça va marcher pour des tâches classiques, faciles, mais c'est pas ce qu'on entend par intelligence artificielle aujourd'hui. Ce qu'on entend par intelligence artificielle, c'est que au lieu de dire à la machine ce qu'elle doit faire, je vais lui donner un tas d'exemples de gens qui font très 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 bien, et elle va arriver à le reproduire. Donc moi je vais aller voir Élodie Clouvel, qui est notre vice-championne olympique de pentathlon moderne en 2024, et je vais la filmer, qui fait ses tirs quasiment parfaits tout le temps, et je vais donner ça à la machine et je vais lui dire à partir de ça. Et évidemment, il ne faut pas juste un enregistrement d'une personne, il faut des grosses bases de données, reproduit ce mouvement. Okay. Donc en médecine, c'est hyper intéressant parce que
Ces AVC où on ne trouve pas la cause, ils sont vraisemblablement multifactoriels. C'est-à-dire qu'il y a plein de causes en même temps, on n'arrive pas à les trouver à la main. Et on a besoin d'algorithmes à qui on donne ces bases de données d'AVC, à qui on leur dit, trouve-moi des patterns, des modèles me permettant d'identifier ces troisièmes causes AVC. Ok, donc plus on a de données, plus pour la médecine, justement, on peut faire des algorithmes préventifs, prédictifs, et on peut, du coup, être capable de comprendre des nouvelles pathologies, si je comprends bien. Absolument. Ok. Le nerf de la guerre, c'est pas l'algorithme, c'est la donnée. Ok. Et en médecine, ça rend les choses très difficiles, et même en sport, la donnée elle a beaucoup de valeur. Tu vois, t'as pas envie que tes perfs d'entraînement, quand tu es compétitif, elles tombent entre de mauvaises mains, les mains de tes compétiteurs avant une grosse saison. Donc, t'imagines bien en termes de santé. Hein, là, à Zeuil, moi j'ai vu, enfin, le bilan est assez complet, assez exhaustif. Tu as des choses, ils vont aller chercher le VIH, ils vont aller chercher des choses très touchy. Donc c'est très important, la donnée de santé, elle a de la valeur. Et une des raisons d'ailleurs qui me rassure par rapport à Zoe, c'est que c'est très 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 pris en compte, et donc il y a tout le côté anonymisation et protection de la donnée. Mais du coup, ça rend les choses difficiles parce que l'accès à la donnée de santé de manière globale, eh ben, c'est pas easy. Tu as plein d'institutions qui vont refuser de partager ta donnée, ou qui vont te le faire payer, ou des trucs comme ça. Parce que c'est là où il y a de la valeur. D'accord, ok. Ok, c'est ça qu'ils peuvent réutiliser derrière. Donc l'IA, ça nous permet de créer des modèles prédictifs. Est-ce que ça pourra un jour, je sais pas, remplacer le rôle du médecin dans l'optimisation? Est-ce que on pourra nous faire des clones numériques aussi pour tester des traitements, j'en sais rien. Où est-ce qu'on peut se permettre de rêver? Et toi, quand tu regardes l'innovation, qu'est-ce qui te stimule et te fait espérer les choses dans le bon sens? Il y a trois questions. Le côté remplacement, alors là, c'est clair et net. Tous les spécialistes te diront la même chose. L'IA ne remplacera pas le médecin. C'est comme dire, est-ce que le stéthoscope remplace le médecin? Le stéthoscope ne remplace pas le médecin, c'est un outil pour le médecin. Ça augmente le médecin, ça augmente ses performances de diagnostic, de pronostic, de suivi. Ben, l'IA, c'est exactement pareil. C'est un outil qui va être à la disposition des médecins. Et d'ailleurs, il n'y a pas une IA, c'est plusieurs algorithmes qu'on va pouvoir utiliser. Nous, on travaille sur des algorithmes de prévention. Chez Zoï, quand tu es médecin qui t'intéresse à la prévention, tu vas pouvoir utiliser un outil qui va t'aider à faire de la prévention cardiovasculaire, la prévention de la chute, la prévention de la blessure chez le sportif, la prévention des douleurs musculaires post-séance, etc. Donc ce sont des outils. Par contre, quand on a inventé le stéthoscope, assez rapidement, les médecins qui utilisaient le stéthoscope, vu qu'ils étaient meilleurs avec le stéto, ils remplaçaient les médecins qui n'utilisaient pas le stéthoscope. C'est-à-dire que c'est un outil qui, quand il va être mature, quand il va être prêt, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, mais ça va venir très vite. Ceux qui l'utilisent et savent l'utiliser, connaissent les limites, savent quand il faut l'utiliser, quand il ne le faut pas, effectivement, ils vont être plus performants que les gens qui ne savent pas. Ok. Bon bah écoute, on se reverra dans quelques années pour voir où est-ce qu'on en est. Écoute, merci beaucoup Alaïdine pour cette grande conversation qui était très riche. Je pense que j'aurais pu la continuer encore 2 heures de plus. Et on pourra, pourquoi pas, hein, tu vas en reparler et faire d'autres épisodes un peu plus spécifiques. D'ailleurs, si vous avez des questions, les auditeurs ou les auditrices, posez-les en commentaire. Je pourrais les transmettre à Alaïdine. On pourra voir effectivement si il y a des sujets qu'on pourrait creuser, aller encore plus loin et faire quelque chose de encore plus précis, encore plus intéressant, peut-être avec des cas cliniques, hein, pourquoi pas, ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Si vous êtes encore là, pensez à vous abonner, ça nous fait toujours très plaisir. On va mettre le lien des études qui sont citées, je mettrai aussi le lien de ton compte LinkedIn ou peut-être un contact si jamais il y a des gens qui ont des questions. Mais en tout cas, je te remercie infiniment pour ton temps et pour toute la nuance, la sagesse que tu as su apporter dans tes propos. Et j'espère qu'on n'a pas dit beaucoup de bêtises, contrairement à ce qu'on a dit en introduction. Voilà. Merci beaucoup Bart. Effectivement, on dit toujours des bêtises. Le tout, c'est de le reconnaître. Et quand on dit quelque chose, de bien dire d'où est-ce qu'on le dit. C'est-à-dire les conflits d'intérêts, les liens d'intérêt derrière. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on se base sur des études, sur de l'empirisme? Il faut être... en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est d'être clair et direct et honnête. Et écoute, j'espère ne plus dire de bêtises comme je l'ai fait pour le Covid. Ça marche. À très bientôt. Salut. Merci, salut.